appartement meublé avec des trucs tout pourris, ça se louera sans doute pas le même prix qu'un appartement qui est bien meublé. Et imaginons que ça se loue le même prix, parce que le marché est tellement tendu, je te garantis que ton turnover, il sera plus important, donc ton rendement, ta rentabilité intrinsèque de ton projet, ce ne sera pas la même. Il peut y avoir aussi des éléments fonctionnels qu'on va ajouter et qui vont en fait faire tout de suite qu'on va potentiellement gagner 2 semaines de vacances locatives. Comme on travaille dans un monde où le mobilier il sert de la rentabilité, nous on ne peut pas se permettre d'être tributaire d'augmentation qu'on ne sait pas nous prévoir à l'avance de mobilier. Ils n'investissent pas toujours à côté de chez eux parce que c'est le budget qui détermine là où ils vont investir. Aujourd'hui, on tourne ce podcast à Paris. Si mon client il est parisien et que son budget c'est 150 000 €, il y a peu de chances qu'il investisse à Paris. Donc il a besoin que ce soit packagé, certain, livré. Le mobilier, il est là pour servir l'investisseur. Et il est là pour qu'il puisse, lui, assurer sa rentabilité. Donc déjà, de base, si on lui annonce des dépassements de budget, on part mal. On part mal. D'ailleurs, nous, dans notre boîte, la plupart des gens ne savent pas si le mobilier est acheté ou loué. Il n'y a que en compta, globalement, qu'on sait ça. Bonjour à tous et bienvenue dans nos 41 mètres carrés. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre et Pierre-Emmanuel, comme à ton habitude. On va regarder aujourd'hui l'avantage de la location meublée et surtout comment bien équiper et meubler son appartement. Pierre, est-ce que tu peux nous présenter Vestalis ? Merci beaucoup déjà de me recevoir. C'est très sympa. Déjà, donc, avec plaisir. Merci pour l'invitation. Du coup, moi, Pierre Simian, donc j'ai cofondé Vestalis il y a maintenant 4 ans quasiment. Moi, j'ai historiquement un parcours d'ingénieur et j'ai passé quelques années dans une boîte de conseil en stratégie avant de me lancer effectivement dans le monde du meuble et de la logistique. J'ai fait ça avec 2 copains de promo, donc d'école d'ingénieur, et on s'est dit, voilà, nous, on veut vraiment résoudre le problème du mobilier pour, au début, uniquement le résidentiel locatif. C'est-à-dire que nous, en fait, notre spécialité, c'est qu'on travaille qu'avec les propriétaires ou les exploitants, jamais avec les locataires, donc des endroits qu'on équipe. Pourquoi on fait ça ? Parce que notre produit, en fait, il est orienté pour la rentabilité des biens qu'on équipe. Le but du jeu, c'est vraiment de faire que le meuble profite à tout le monde, donc à la fois, bien sûr, au propriétaire qui en tire plus de valeur de son bien derrière, mais aussi au gestionnaire qui va, lui, en fait, pouvoir proposer soit un service en plus aux propriétaires, avoir plus de rotation et des loyers augmentés. Donc, c'est un peu cette idée-là de dire mettre le meuble à profit des investisseurs pour augmenter la rentabilité des biens. Mais nous, avec Pierre-Emmanuel, c'est aussi ce qui nous intéressait, merci d'ailleurs d'avoir accepté notre invitation, c'est justement qu'on puisse comprendre comment est-ce que vous êtes au service des exploitants, des investisseurs et surtout quelle est la valeur ajoutée de Vestalis. Tu nous as expliqué un peu dans ton parcours que tu avais d'abord un parcours d'ingénieur et ensuite justement cette carrière chez Vestalis. Pourquoi justement le mobilier ? C'était quoi la valeur ajoutée de Vestalis ? Comment est-ce que vous pensez changer les choses pour les investisseurs ou les exploitants ? Nous, en fait, on est parti d'un constat un peu très bête. C'était pendant le Covid. Et donc, on en avait un peu marre avec du coup, mes 2 copains de travailler dans une boîte de conseil. Okay. On s'est dit, on a envie de se lancer dans quelque chose. Mais on ne savait pas spécialement quoi. Nous, on n'y connaissait rien au monde du meuble, au monde de la déco d'intérieur, même au monde de l'investissement immobilier. C'est totalement nouveau pour nous. Et, sauf qu'on habitait dans des logements meublés à l'époque. Dans Paris, on louait un logement meublé. Et on s'est dit quand même, le fait de louer meublé, on paye beaucoup plus cher. Et le propriétaire, quelque part, il doit bien s'en tirer par rapport aux meubles qu'on avait chez nous. Donc, on commence à faire un petit BP. On se dit, mais voilà, en fait, le fait de meubler son appartement, ça fait qu'il peut le louer avec les plafonds de loyer. À Paris, c'était à l'époque 10-12% plus cher. En fait, de dire, est-ce que moi, pour une partie de cette valeur-là, je ne peux pas meubler les biens des gens ? Et en fait, au début, l'idée est de dire, si moi, j'arrive à, pour 5% du loyer, meubler un appartement, en fait, j'ai un produit qui est gagnant-gagnant. Parce qu'à la fois, le propriétaire, en fait, lui, il paye, certes, mais il récupère plus que ce qu'il ne paye, donc c'est rentable pour lui. Ça devrait se vendre facilement, en fait. Et d'où l'idée de la location. En fait, de dire, si on mensualise la charge de mobilier, elle est beaucoup plus acceptable. Ouais, ça, on reviendra un peu après sur le sujet, Pierre, parce que aussi, pour moi, une des grosses valeurs ajoutées de chez Vestalis, c'est de pouvoir justement proposer cet ameublement, mais sous forme de location. Donc ça, on y reviendra un peu après. Tu parlais de location meublée et de location nue. Justement, là-dessus, est-ce qu'on peut éclairer un peu, nous, nos auditeurs, sur quel est l'avantage ? Alors, tu as précisé, loyer plus élevé, donc plus grosse rentabilité pour l'investisseur. Pierre, toi, là-dessus, c'est quoi la différence que tu fais entre location nue et location meublée ? Oui, c'est ce qui est génial par rapport à ce que dit Pierre, c'est qu'il constate, lui, moi j'habite dans un appart meublé, finalement je paye plus cher que mon voisin qui peut-être le loue nu. Et donc sa réflexion, c'était de dire ça va être plus rentable pour l'investisseur, mais il y a une double rentabilité pour l'investisseur, parce que peut-être
que Pierre l'ignorait à l'époque, c'est que quand je loue nu, je suis dans la catégorie des revenus fonciers. Donc en fait, mon locataire, il vient avec ses meubles et ses valises, il me paye un loyer et moi je le déclare, mais je vais être chargé en fiscalité. Là-dessus, rapidement, pour justement ceux qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous rappeler la différence juste fiscale entre revenus fonciers et bail commercial, donc entre location nue et location meublée? Ouais, en fait, déjà, les loyers en France, ça n'existe pas fiscalement. Donc, c'est soit des revenus fonciers, donc ça se déclare sur une 2044. Voilà, donc tu loues ton appartement nu, ton locataire vient avec ses meubles et ses valises. Dans la location meublée, ce sont des revenus BIC, bénéfices industriels et commerciaux. C'est pas le même formulaire. Et là, ton locataire ne vient avec ses valises, que ce soit pour une courte durée ou pour une longue durée. Par contre, dans la location meublée, effectivement, le même appartement loué meublé par rapport à nu, il va se louer plus cher. D'ailleurs, dans les villes qui appliquent l'encadrement des loyers n'est pas le même entre la location nue et la location meublée dans l'appartement. Et puis, tu as un système d'amortissement qu'on a déjà détaillé dans plusieurs podcasts et plusieurs pastilles que l'on a réalisés, sur lequel, en gros, pour schématiser, tu ne vas pas payer d'impôt sur tes loyers en location meublée, d'accord, ou très très peu, alors qu'en location nue, quand tu as un résultat positif, tu payes un petit peu d'impôt en fonction de ta tranche et un petit peu de CSG, comme tout le monde. Comme tout le monde. Et donc là, on retrouve ce que Pierre nous disait au début, c'est que c'est aussi rentabilité. Gagnant-gagnant pour l'investisseur de faire appel à l'ameublement de ses OK. Ton rendement, en fait, intrinsèque, il est plus élevé, parce que le même appartement est loué plus cher. Et ton rendement net, c'est-à-dire après fiscalité, il est encore plus élevé. Donc le delta, il peut être de 10-12% sur l'annonce ou ce que tu payes. Par contre, fiscalement, en bas de page, tu vas plus être à plus 20, plus 30. Quoi. OK. Selon vous deux, la location meublée, elle est toujours plus rentable pour le propriétaire, ou est-ce qu'il y a des surfaces ou des villes où il peut y avoir une guerre un peu ou une bataille entre meublé et nu? Pour le coup, en fait, ça va dépendre à la fois des endroits et comme toujours dans l'immobilier, hein, c'est la localisation qui fait tout. OK. Donc, il y a des endroits où ça va être un peu un no-brainer de louer meublé. On parle de tout ce qui va être Airbnb, de vacances, etc. Personne ne va jamais partir en vacances dans quelque chose de nu et devoir arriver avec ses meubles en train. Bien sûr. Ça fait pas beaucoup de sens. Donc, il y a des choses où c'est une évidence, le para-hôtelier, etc. Ensuite, il y a un peu les grandes villes. Donc, quand on dit grandes villes, en fait, on va se concentrer sur Paris, Bordeaux, Lyon et un petit peu le nord autour de Lille, où c'est des zones qui vont être très étudiantes et qui vont en fait attirer beaucoup de monde, même des gens assez internationaux, des étudiants qui viennent potentiellement d'autres pays, etc., qui, eux, vont toujours chercher dans du meublé. Il faut savoir qu'il y a une assez grosse pénurie de résidences étudiantes. Donc, en fait, les étudiants, surtout s'ils viennent un peu de l'étranger, sont forcément orientés vers le marché libre. Bien sûr. Et là-dessus, en fait, c'est forcément du meublé. Après, au-delà de ça, effectivement, moi, je trouve que le marché c'est plus mitigé. Nous, on ne conseille pas à tout le monde de passer au meublé si on nous pose la question. Si on a un bien qui n'est pas forcément dans une zone attractive pour le meublé et qu'il n'y a pas de marché, ça ne sert à rien de passer au meublé. On ne va pas en tirer plus de rentabilité parce qu'on va perdre en louabilité. Et si on n'a pas de locataire, on n'a pas de loyer. Et pas de loyer, on ne peut pas être rentable. Rentabilité. Voilà, donc c'est un peu l'idée là-dessus, c'est de dire les grandes villes, oui. Et ça marche bien. Et plutôt les petites surfaces aussi. Quand on dit petites surfaces, ça va être studio, T2, à la limite le T3, mais c'est vraiment là-dessus que ça marche très bien. Et là, comme on dit, ça part comme des petits pains en général quand on est dans la bonne zone, si on est même encadré par un loyer, donc on n'a même pas à se poser la question du prix. Mais du coup, là, on loue en meublé, ça se loue assez facilement dans une zone un peu tendue, quoi. OK. Tu parlais justement de ces grandes villes. Vous, je sais que c'est vraiment votre expertise chez Vestalis. Paris, Lyon, Bordeaux et la région Nord. Oui. Marché étudiant, est-ce qu'il y a un autre marché que la location meublée peut concerner? Il y a l'hôtelier. Tourisme, hôtelier? Alors après, ça se développe un peu dans plein d'autres secteurs. Hein. Typiquement, il y a tout l'aspect co-living qui vient là-dessus aussi, Okay. Qui est un peu une tendance. En France, on est assez en retard là-dessus par rapport à ce qu'on fait en Angleterre, en Allemagne, et beaucoup les Italiens qui font ça aussi. C'est-à-dire qu'on a des sortes de très grands appartements où on va louer une seule chambre et la chambre, elle va être assez classique en termes d'équipement. Donc, on va avoir son lit, son bureau, son armoire. Mais on va avoir beaucoup de services dans les communs. Donc, ça va potentiellement aller jusqu'à avoir une salle de cinéma, une salle de jeu, une salle de sport, etc. Donc, c'est vraiment le sorte de vivre, mais avec beaucoup de services qui va avec. Donc, on ne s'occupe jamais de son ménage, on ne s'occupe pas de son accès Internet, etc. Donc, ça, c'est un cas d'usage qui est très meublé. Le bureau se lance aussi beaucoup dans l'ameublement, dans le sens où on est beaucoup sur du bureau géré maintenant, qui se développe pas mal. Oui, où tu arrives avec ton cartable matin, quoi. C'est un peu comme ton locataire qui arrive, ton bureau, il est déjà équipé. Exactement. Vivre, quoi. En fait, WeWork faisait ça un peu pour des boîtes, alors individuellement, de dire voilà, vous louez un espace, et en fait, c'est totalement équipé, il y a la machine à café, il y a le bureau, accès Internet, etc. Vous n'avez plus qu'à venir avec votre PC portable.
Et aujourd'hui, ça se développe de plus en plus, même dans des plus grosses structures. C'est-à-dire, au lieu de louer comme un WeWork où en fait la cafette est en commun, on arrive à faire aujourd'hui des immeubles de bureaux gérés. Bon, il y a Morning, etc., qui font ça aussi. Mais c'est d'autres cas d'usage en fait de l'immobilier meublé. Donc il y en a pas mal. Mais effectivement, le gros du marché, ça va être le logement étudiant, le studio T2, T3, quoi. Ok, donc si dans les villes où il faut passer en meublé, soit c'est plutôt les grosses villes avec une pénurie de logements étudiants. Les locataires, ça va plutôt être des étudiants. C'est ça, en tout cas, vous, votre domaine d'expertise. Étudiants, jeunes actifs, ouais. Étudiants, jeunes actifs. Moi, en tant qu'investisseur, parce que la question, elle est là, et vous avez créé justement Vestalis pour rendre service aux investisseurs. Selon vous deux, quand et comment je peux passer justement du new au meublé si j'estime que je suis dans une zone qui est tendue, dans une zone où j'ai une pénurie de logements étudiants? C'est quoi les bonnes pratiques là-dessus Alors, moi, je suis plus large que Pierre sur les villes. Quand je parle de grandes villes, je pense qu'il faut parler de cible de locataires. Donc, je partage tout à fait ce qu'il a dit sur les étudiants. Mais moi, en plus, je dirais plutôt c'est l'occupant qui est en fait, par nature, la petite surface, c'est un célibataire. C'est souvent le cas. Donc, l'étudiant est célibataire. T1, T2, c'est vrai que ça colle vraiment bien. Après, sur les étudiants, il n'y a pas que les grandes villes, il faut plutôt regarder le marché de l'étudiant. Si tu prends une ville comme Dijon, par exemple, une ville comme Brest, une ville comme Caen, une ville comme Rouen, ce sont des villes qui ne font pas 300 000 habitants, mais sur lesquelles tu as une croissance de la population étudiante, une pénurie de résidences-services ou même dans le marché diffus, tu as du mal à trouver. Et là, tu seras adapté et mieux adapté de faire du meublé que de faire du nu. Donc, c'est intéressant sur la cible. Donc, en fait, c'est d'aller les là-dessus. ratios qu'il faut plutôt regarder entre logement étudiant, nombre d'étudiants dans la Oui, ville. et Et ça rend la ville intéressante. Et regardez les annonces aussi, les amis. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut être bête et méchant. Hein. C'est-à-dire, est-ce que tu as de l'offre ou est-ce que tu n'as pas d'offre? Et qu'est-ce que tu as comme offre, à quel prix? Et vous verrez qu'il y a beaucoup de villes où ça peut être intéressant. Je partage tout à fait ce qu'a dit Pierre sur le modèle co-living, les grosses maisons, les gros appartements. Alors, d'ailleurs, le développement de la grosse maison où il y a beaucoup de services, comme tu dis, salle de sport, cinéma, une immense cuisine, des choses qui font plutôt 10, 15 chambres. Voilà, alors que ton appartement, tu transformes ton T4 en T5, tu vas avoir 5 chambres et une surface habitable de la partie commune qui va être plus faible. Après, quand on raisonne investisseur, parce que moi, je vends aux investisseurs, c'est le budget. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour faire un co-living dans une maison à Lyon, où tu vas faire 15 chambres, mon chéri, tu vas sortir 800 000 euros avant travaux. Quand tu vas le faire sur un appartement T4 ou T5 à 5 000 euros du mètre carré dans les villes qu'on a citées, il va falloir que tu sortes entre 400 et 500 000 euros. Donc, soit tu investis à plusieurs, ce qui peut être une solution, mais si ton budget naturel de ce que l'on voit aujourd'hui sur Internet, chez Maslow, où les gens ont en majorité un budget inférieur à 200 000 euros, voient aux alentours de 250 000 euros, à 150 000 euros ou à 200 000 euros, tu vas cibler de la petite surface, T1, T2, la bonne cible de locataire, et après on va regarder est-ce qu'on fait du nu ou est-ce qu'on fait du meublé. Et effectivement, tu as raison Jules, il y a peu de cas où je vais te conseiller d'aller dans le nu. Bien sûr, c'est hyper intéressant. Est-ce que toi, Pierre, tu peux nous donner justement sur l'enveloppe d'investissement pour donc vos investisseurs, pour qui vous allez meubler des appartements ou des maisons ou des bureaux, c'est quoi leur taille d'investissement, leur enveloppe d'investissement en moyenne? Est-ce qu'elle a baissé ces dernières années? Est-ce qu'elle a tendance à augmenter sur les 4 années de... Alors, nous, en 4 ans, on a fait une assez forte croissance. On est quand même parti de zéro. Donc, Oui. de voir les fluctuations du marché, c'est difficile pour nous. Nous, en termes d'appartements qu'on équipe, on équipe aujourd'hui entre 10 et 15 biens par jour. Ok. Et donc, dans l'idée, avec une forte croissance, on a du mal à voir les fluctuations du marché de notre côté. Ok. Moi, ce que je constate, c'est qu'effectivement, l'investissement locatif là-dessus arrive toujours à se maintenir. Alors, ça dépend beaucoup des taux, évidemment, qui sont pratiqués, mais ça reste tout à fait intéressant de ce que je vois pour les gens. Ils arrivent à y trouver de la Ouais, rentabilité. non, mais c'est sûr. Mais l'enveloppe moyenne d'investissement, par exemple, est-ce qu'ils achètent plutôt des appartements à 200 000 euros, des appartements à 800 000 euros? C'est Ça, quoi à c'est peu près difficile C'est difficile pour C'est toi de me difficile pour donner moi de savoir parce qu'on n'a pas, nous, on fait vraiment que la partie ameublement, donc on n'a pas Ok. de regard sur l'ensemble pas de la- l'investissement. ok. Mais pour le coup, aujourd'hui, en termes de type de bien, je trouve qu'on reste beaucoup sur des studios de T2, ouais. Est-ce que tu as vu, toi, des évolutions sur les villes? Est-ce que tu trouves que tu as plus de demandes en 4 ans qui ont évolué? C'est intéressant parce que nous, on dit toujours, tiens, là, il y a un flux migratoire, là, il y a de plus en plus d'étudiants. Là, voilà, donc en fait, nous, on analyse ça. Mais en fait, finalement, celui qui va équiper réellement l'appartement avec Qui des va meubles, avoir c'est la celui bonne- qui va les livrer. Ouais, Donc, parce que nous, chez Masson, est-ce que tu as vu des demandes peut-être plus Ah. importantes dans certaines villes? Il y a un peu deux aspects à ça, en fait. Il y a le neuf et l'ancien. Aujourd'hui, en fait, nous, on fait, il y a sur, je dirais, le locatif pour les particuliers, il y a un peu deux aspects. Il y a soit les gens qui vont acheter, en fait, directement pour mettre en location, et là, ils vont se poser la question s'ils meublent ou pas leurs biens.
Et donc, soit ils vont être sur des programmes de promoteurs, et donc là, les localisations sont définies, connues à l'avance, et c'est en général aujourd'hui les banlieues parisiennes qui marchent bien, un peu les périphéries de grandes villes. Le cœur Connecté, quoi. Ouais. le centre-ville, en fait, c'est quelque chose dont on va beaucoup faire de la transformation de meublé. C'est-à-dire, c'est une personne qui loue son bien nu depuis un certain nombre d'années, et donc qui n'a pas de sujet de prêt, etc. Ça peut même être des biens qui sont dans la famille depuis potentiellement plusieurs générations, et ils vont se dire, tiens, j'ai entendu parler de ça, j'ai vu ceci, j'ai vu un podcast de Maslow. Est-ce que j'irais pas essayer de gratter un peu plus de rentabilité, d'aller chercher quelques points en plus, de changer de régime fiscal? Et donc là, ils vont se poser la question de transformer leur bien en meublé. Ça va plus être le cas dans les centres-villes, parce qu'ils savent qu'il y a un marché, ils ne se posent pas la question, alors que les investisseurs eux, vont plutôt effectivement cibler les périphéries. Aujourd'hui, il y a plus de rentabilité à aller chercher. Je ne connais pas exactement les chiffres précis, mais je ne sais pas si dans Paris Intramuros, par exemple, il y a une rentabilité à chercher. À mon sens, de ce que je vois aujourd'hui, il y a une plus forte rentabilité à chercher un peu en périphérie. Bien sûr. De toute façon, l'encadrement des loyers à Paris, c'est 25-30 euros du mètre carré. J'arrondis, tu es à 10 000 euros du mètre carré. C'est facile de dire que tu as rentable entre 2,50 et 3. Voilà. Ok. Et je partage, parce que c'est vrai que toutes les vues l'encadrement des loyers, donc nous on est lyonnais avec Jules, donc on connaît bien ce sujet-là. C'est vrai qu'aujourd'hui tu te dis, tiens, comment je fais pour éviter l'encadrement des loyers? Alors soit tu passes par des soupirails sur les baux, tu peux éventuellement prendre des risques, soit tu te dis, tiens, à Bron, à mes yeux, tout ce qui est connecté directement par les métros, les transports, les trams, quelle est la valeur locative, quel est le prix du mètre carré? Finalement, si je gagne 1 000 euros du mètre carré entre Lyon Intramuros et Bron, et que je prends le même métro ou le même tram, et que mon loyer, il y a 50 balles d'écart, te pose pas la question. Tu as un raisonnement investisseur, c'est pas un raisonnement occupant, quoi. Ouais, vous avez un peu répondu tous les deux là, à ma future question, mais est-ce que la location meublée, elle est concernée justement par ces plafonnements des loyers ou par les rénovations énergétiques, ou on est totalement en dehors de ça? Certains pensent qu'on passe à côté. Pierre, tu peux nous notamment sur la réglementation sur les DPE. Donc aujourd'hui, vous devez fournir à votre locataire un logement, d'une part, digne, d'une surface qui soit la bonne, avec des chambres qui font 9 mètres carrés, une hauteur sous plafond, etc. Et effectivement, il y a la performance énergétique du logement. Donc aujourd'hui, la loi, elle te dit, si tu as un DPEG aujourd'hui, tu as un locataire dedans, si ton locataire il s'en va le mois prochain, tu n'auras plus le droit de le louer. Voilà, ça c'est réglé. Sur les logements F, tu n'as plus le droit d'augmenter les loyers. Sur les logements... Que ce soit meublé ou nu, on est d'accord. C'est pareil. Les logements E, tu as jusqu'en 2034 pour faire des travaux, le rénover, etc. Je pense que ce que dit Pierre est intéressant par rapport aux biens qui sont dans les familles depuis longtemps. On se pose la question, c'est souvent au moment d'un changement de locataire, d'une rénovation, parce qu'aujourd'hui, la rénovation énergétique dans ton patrimoine, tu dois te poser la question, et de dire quitte à rénover, parce que tu as changé une cuisine, un truc comme ça, est-ce que je le vends, est-ce que je le garde, est-ce que je le loue en meublé, est-ce que je fais des travaux? Je pense que c'est ces moments-là où les investisseurs se posent des questions. C'est vrai que nous, on travaille beaucoup avec les réseaux d'agences là-dessus, qui aujourd'hui en fait, peuvent orienter ou donner des visions du marché à leurs clients là-dessus. Donc ça intervient effectivement à deux niveaux. C'est soit au moment de l'acquisition du bien, soit lors de la rotation d'un locataire, exactement. Ouais. Où on va remettre en question un petit peu l'ensemble du dispositif financier du bien, quoi. Qu'est-ce qu'il rapporte, combien il coûte. Et en général, des fois, les gens font le bilan, ils se rendent compte qu'ils sont dans un truc qui n'est pas du tout optimisé. Et qu'en faisant effectivement des travaux pour de la réno énergétique, etc., en fait, dans la foulée, ils transitionnent de régime et ils passent au meublé. Ok. Alors j'ai compris, pour vous deux, la location meublée, c'est plutôt un bon positionnement pour un investisseur. Est-ce que vous y voyez des inconvénients? Est-ce qu'il y a des inconvénients ou est-ce qu'il y a des situations où la location meublée, ça peut être un frein ou plutôt un problème? Ouais, enfin en tous les cas, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Moi, je vais séparer la location meublée longue durée et courte durée. Okay. Si tu as un locataire qui reste 3 ans dans ton logement, il va y avoir moins d'entretien, moins de dégradation, moins de choses à changer que si tu as 60 locataires. Turnover, parce que je vais venir en vacances en week-end, etc. C'est-à-dire un week-end, tu vas louer à une famille qui a 2 enfants avec des gamins qui vont sauter sur ton canapé. Le week-end d'après, il aura un chien. Si je suis célibataire sans chien et sans enfant, je vais faire moins de dégâts dans ton appart. Donc en fait, l'entretien, le renouvellement de ton mobilier ou la casse tout simplement, notamment en location saisonnière, le vase il va peut-être durer 15 jours ou 3 ans. Voilà, donc c'est ça le truc, donc c'est ça qu'il faut peut-être regarder un peu. On peut dire aussi que la moyenne de détention des logements en meublé est plus courte qu'en nu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la moyenne de location d'un T2, T3, c'est 2 ans et demi, 3 ans et demi lorsque tu es en location nue. C'est plus faible sur la location meublée parce qu'en fait, tu as moins de contraintes. Je suis célibataire, je rencontre quelqu'un, je vais m'installer, je suis en zone tendue, au bout d'un mois, je m'en vais, j'ai même pas mes meubles à vendre, j'ai pas à déménager, je prends mes valises. Donc en fait, la mobilité
est plus facile. Je m'engueule avec mon patron, je prends un nouveau job, je suis parti dans 1 mois. Quand tu as ton appart, c'est pas tout à fait la même chose. Ouais. Donc, il y a plus de turnover, voilà. Plus d'entretien ou de dégradation, entre guillemets, de nécessité d'entretenir ton mobilier, notamment sur la courte durée. C'est les deux contraintes que je Ok. mettrais. Et selon toi, Pierre? Oui, je suis assez d'accord. Sur la partie financière, effectivement, en fait, comme on va cibler beaucoup d'étudiants ou de jeunes actifs, c'est des gens qui vont rester en moyenne 1 an et demi, etc. dans le bien en fonction un petit peu de ce qu'ils cherchent. Et souvent, en fait, une sorte de tremplin dans la vie. En fait, c'est quasiment quelque chose où on C'est un sait. immeuble un appartement de transition Je où peux tu faire fais ma vie des dedans. passages. Exactement, les gens savent très bien qu'en fait, mine de rien, le mobilier, il n'est pas à eux. Donc en fait, aujourd'hui, quand on va décorer par exemple un appartement en location meublée, on ne va pas faire des choses il n'y a pas beaucoup de parti pris. On ne va pas faire des choses très extravagantes, etc. On va rester neutre, sobre et faire Ça des plaît, choses ça Ça, sympas. ça a Vraiment, aussi non. un intérêt, c'est que c'est aussi, on en parlera un peu après, mais c'est aussi que ça plaise à la plus grande masse et donc du Exactement. coup que tu rentres ton appartement bien plus rentable parce que louable plus facilement. Après, ça les rend assez impersonnels. On va pas se le cacher non plus. Quand on est dans un Airbnb, par exemple l'été, on se dit jamais ah bah tiens, Quel charme. quel charme, c'est ma photo de famille, etc., etc. Mmh. Alors tout dépend si on va à la montagne dans un beau chalet, on peut avoir du charme, etc. Mais on va jamais personnaliser en fait le bien. Et le locataire, en fait, il va rarement accrocher au mur des photos de sa famille, etc. Il va en fait utiliser le bien de façon temporaire. Alors, L'usage, en fait. 1 an et demi, c'est l'usage. Ouais. Exactement. Et en fait, cette rotation, bah, ça peut être un problème parce qu'en fait, ça veut dire qu'on va avoir un petit risque à chaque rotation de dire est-ce que je vais retrouver quelqu'un, etc. Alors même si le risque il est mesuré, qu'on peut confier ça à une agence qui va très bien s'en occuper. Mais bon, en tant qu'investisseur, ça peut toujours un petit peu faire peur. C'est inquiétant et puis ça peut c'est faire inquiétant. baisser ta rentabilité. Et il faut s'en occuper. Je dirais que c'est un peu plus de boulot à l'entretien, mais aussi à la recherche de locataires. Donc je suis assez d'accord sur les 2 points. Ok. Et justement, dans ces 2 points, tous les deux, vous parliez, un des points, c'était la dégradation liée au turnover ou à la typologie de personnes qui occupaient. Est-ce que c'est possible de prendre une caution, justement, sur son mobilier? Est-ce que c'est possible de Oui. se protéger Ça, de ça? c'est un bon tips. Je crois qu'on l'avait déjà On l'avait partagé abordé quand on avait lors fait un d'un podcast avec l'administration de biens de mémoire avec Morgane. C'est qu'aujourd'hui, quand tu loues un appartement, tu peux avoir une caution sur l'appartement, mais tu peux aussi prendre une caution sur les meubles. Donc voilà, c'est aussi quelque chose qui peut être important. Voilà. Après, les locataires, ils ne sont pas là pour dégrader. Enfin, le taux de dégradation dans les logements, il est extrêmement faible. Le fait que tu mettes une caution, ça met un peu un enjeu. Et puis surtout, je pense que ça sécurise l'investisseur en se disant, bah, tiens, j'ai 2 000 € de caution ou 2 500 € de caution sur cet appartement. La personne, je l'ai choisie parce que pénurie de marché, donc aujourd'hui, tu choisis ton locataire. Bon, ça te donne une certaine tranquillité. Ce qu'ils aiment, les investisseurs, Pierre a raison, c'est quand tu loues en meublé, par exemple, si tu fais du saisonnier, tu vas avoir des locataires toutes les semaines ou tous les 15 jours. Donc, ça va te demander, toi, un investissement un peu plus important, soit un investissement personnel, parce que tu vas devoir t'occuper de ce turnover, versus Ouais. je reste dans ton appart pendant 3 ans. Soit tu vas te déléguer à une conciergerie, une chose comme ça, mais à chaque fois que tu te délègues, ça a des coûts. Donc, si tu as le coût de la plateforme, le coût de la conciergerie, le coût du ménage, voilà, et ben ça, il faut le prendre en compte pour pas dire je vais louer 100 € la nuit. Donc, si je loue 8 nuits par mois, je suis au-dessus du loyer parce que je pourrais louer 700 balles au mois. C'est pas si simple que ça. Donc, il faut vraiment avoir une performance qui soit très élevée par rapport à la location l'année, même si c'est tout à fait possible. Et il y a encore plein d'endroits où ça vaut le coup de le faire. Ok, très clair. Ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de rentrer un peu plus dans le détail justement de l'ameublement. Comment est-ce qu'on meuble? Pourquoi est-ce que c'est essentiel de meubler? Est-ce qu'il y a des mobiliers que vous estimez essentiels, que vous mettez dans vos packs? Quel meuble et équipement, en tout cas, toi, Pierre, tu considères comme essentiel quand je fais appel à vous ou quand je veux décider justement de meubler mon appartement? En fait, quand on va équiper son bien, c'est un peu dans le prolongement de pourquoi on l'achète, pourquoi on fait des travaux dedans, etc. C'est parce qu'on a une certaine cible en tête. Ok. Et en fonction de ce qu'on va cibler, en fait, on ne va pas l'équiper de la même façon. Si on va faire de la courte durée, en fait, on va devoir aller assez loin dans l'équipement, quitte à fournir même des serviettes, etc. Donc vraiment des petits ustensiles. Il faut vraiment se dire que les gens vont venir avec leur valise de vacances et c'est tout. Ils vont rien amener, etc. Si on fait quelque chose pour de l'étudiant, du jeune actif, en fait, il va quand même rester 1 an et demi dans le bien. Donc, il va commencer à s'installer un peu chez lui et il va presque vouloir des fois un petit peu mettre sa déco, sa petite touche perso. Personnalisé, ouais. Donc, ça sert à rien d'aller en fait trop loin dans l'aménagement. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que d'un point de vue légal, pour faire de la location meublée en LMNP, il y a la loi Allure qui a 11 points qui sont absolument essentiels pour être qualifié
de location meublée. Si on n'a pas ces points-là, en fait, on encourt un risque de se faire requalifier. Donc, requalification fiscale, et dans ce exactement. cas, mes loyers sont traités en revenus fonciers. Exactement. Donc il y a les 11 points, c'est assez sommaire. Enfin, ça va être le fait de pouvoir occulter la chambre pour dormir, d'avoir un lit, d'avoir sa literie, table, chaise, de quoi faire le ménage dans Ça, l'appartement. c'est hyper important, Pierre, en tout cas, ce que tu dis, parce que vous, c'est aussi une garantie en passant par vous. Justement, moi, en tant qu'investisseur, sans connaître la location meublée, Je respecte d'être le truc. sûr de bien respecter justement cette loi, de bien respecter justement... Alors, ce pas des éléments qui sont très compliqués à avoir, mais il faut les connaître, effectivement. Donc, il faut savoir qu'on ne peut pas se passer d'avoir un balai, quelque chose comme ça dans l'appartement. Ok, C'est Il bête, hein. faut pouvoir nettoyer le logement. donc C'est bête, mais ce serait aussi super bête de derrière se faire requalifier ses loyers en nu parce qu'on a oublié une serpillière. Donc, l'idée, c'est d'avoir uniquement cette vérification là-dessus qui est très rapide et qui permet de s'assurer qu'on va rentrer dans les clous, en fait, du LMNP pour ne pas se faire requalifier par la suite. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces éléments-là, en fait, ils vont parfois pas permettre de louer avec un niveau de loyer qui soit suffisant pour ce qu'on veut faire. Et une fois qu'on a ça, en fait, ça va pas coûter très cher aux investisseurs d'avoir les petites touches déco, le petit coup de cœur, en fait, qui va permettre d'augmenter encore son loyer un petit peu, d'atteindre le plafond, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de sécuriser la base essentielle Donc avec ça, les 11 éléments. la première strate de l'ameublement, je sécurise, c'est 11 éléments essentiels de la loi Allure. Exactement. C'est une première couche. Ouais, Et c'est selon une toi, première couche. la deuxième partie, c'est de rendre cet appartement un peu coup de cœur. Donc limiter mon turnover, faciliter ma location. Exactement. Et ça passe par des petits objets de personnalisation, c'est ça? Je dis un truc un peu bête, mais il peut y avoir aussi des éléments fonctionnels qu'on va ajouter et qui vont en fait faire tout de suite qu'on va potentiellement gagner 2 semaines de vacances locatives. Comme quoi, par exemple? La machine à laver. Aujourd'hui, la machine à laver, le lave-linge, c'est pas obligatoire dans un logement pour le louer en meublé. Néanmoins, en fait, aujourd'hui, mine de rien, aller à la laverie, on l'a tous fait. Je pense que c'est une galère. Et puis aujourd'hui, on peut vraiment gagner un peu de loyer en mettant une machine à laver dans son appartement. Alors, il faut Ça avoir le pèse branchement. 80 kilos aussi. Donc, Ouais. ma jeune étudiante, Il faut- sportive certes, voilà. Il faut avoir le branchement, etc. Et potentiellement mettre les quelques centaines d'euros qui sont nécessaires pour le lave-linge. Mais sur le long terme, c'est des choses qui sont qui sont effectivement bénéfiques. Donc, il va y avoir quelque chose comme ça. La télé, pareil, ça peut rentrer en compte. Si on a un salon et qu'on a la place pour mettre une télé, en fait, ça coûte pas si cher que ça. Et en fait, sur le long terme, on va s'en sortir d'un point de vue rentabilité. Et donc, en fait, il y a quelques éléments qui vont être soit du fonctionnel, soit effectivement mettre un ou deux tableaux au-dessus du lit, un vase par-ci, un vase par-là, pour donner cet aspect coup de cœur de dire « Ah bah oui, là, effectivement, il est vraiment clé en main ». C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de rajouter mon électroménager, etc. quoi. Ok. Ça, chez Vestalis, tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe? Moi, je suis investisseur, j'ai acheté un appartement nu, je me rends compte que je suis dans une bonne ville, j'ai une bonne tension locative sur ma cible, j'ai envie de le meubler. Ce choix, justement, est-ce qu'il y a un choix de kit? Est-ce que ça se passe par surface mètre carré? Comment est-ce que vous accompagnez justement l'investisseur? Et ben, en fait, nous, l'investisseur, on va lui proposer 3 gammes qui sont entièrement modulables. Donc, en gros, c'est plus des choix que nous, on a déjà fait pour conseiller les investisseurs et les orienter vers des niveaux de prix, en fait. On a donc la gamme qui va un peu de la moins équipée à celle qui est vraiment la plus équipée, clé en main, adaptée Airbnb. Et en fait, en fonction de ça, les investisseurs peuvent se positionner et dire voilà, moi, ce qu'il me faut, en fait, je suis dans une zone assez tendue, j'ai besoin uniquement de l'essentiel avec un peu de déco en plus, je vais partir sur une gamme 1. Ou de dire moi, je suis vraiment un truc sur la Côte d'Azur, etc. Je vais plutôt m'orienter vers la gamme 3. Pour donner les idées de prix, parce que je sais que c'est quelque chose qui est assez attendu, aujourd'hui, sur un studio équipé, alors je ne parle pas juste de l'essentiel, mais aussi un peu de l'aspect qui peut faire coup de cœur, etc. Pour 3 500 € TTC, on peut avoir son équipement entièrement clé en main, accompagné par une décoratrice d'intérieur qui va faire ça de façon totalement prêt à vivre en fait, pour le locataire. Et ensuite, d'un point de vue prix, si on veut des choses en plus, effectivement, on peut les ajouter dans la gamme, il n'y a aucun souci. Après, on peut venir cocher en fonction, par exemple, je prends une gamme basique et je viens rajouter une machine à laver ou une télé, c'est possible? C'est absolument essentiel en fait, parce que tous les biens sont différents. Et aujourd'hui, nous, on ne croit pas du tout dans le fait de proposer un pack unique qui convienne à tous les studios de France et de Navarre. À mon sens, en fait, des studios, déjà, il y en a qui vont faire 15 mètres carrés, il y en a qui vont en faire 32. Et ça, on reviendra un peu après sur justement s'il y a un gros avantage pour moi de chez Vestalis, qui est l'accompagnement par un architecte qui valide sur plan, mais... pardon, je t'ai coupé. Pas de souci. Non, mais il faut vraiment voir ça comme une voiture. On va acheter une voiture de base et elle a son équipement. Et ensuite, il faut qu'on puisse changer toutes les options de la voiture pour que ça corresponde vraiment déjà au bien, au client, etc. Et le but du jeu, c'est pas de faire les choses ni à moitié, ni à 80%, mais d'aller au 100%, que ce soit totalement équipé comme le souhaite l'investisseur et qu'il puisse en dégager la rentabilité qu'il puisse calculer au départ, quoi.
Ok, donc toi, tu disais que chez Vestalis, il y avait donc cet accompagnement avec une décoratrice d'intérieur. Et en plus, moi, je veux qu'on insiste sur le fait justement que les kits meubles, ils sont validés par un architecte. Pourquoi? C'est quoi l'objectif? Et c'est quoi l'intérêt pour l'investisseur, justement, de passer par un kit qui a été validé par un architecte plutôt que d'aller chez Ikea et puis de prendre, en fait, ces 11 essentiels et c'est tout. Aller chez Ikea et prendre ces 11 essentiels, c'est effectivement, ça n'a rien, enfin, c'est pas très compliqué, chacun peut le faire. Alors, ça prend un petit week-end, hein, parce que quand même, faut louer le camion, aller chez Ikea, acheter ses choses. Il faut être dans la ville où moi faut j'ai être dans acheté la l'appartement. ville, voilà, il faut être proche, il faut y aller et y passer un peu d'huile de coude avec son tournevis le week-end. Aussi, mais c'est tout à fait faisable, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. En revanche, si on passe par nous, le truc est beaucoup plus clé en main, c'est-à-dire que l'architecte, elle va pouvoir conseiller sur ce qui va passer dans l'appartement, ce qui va pas passer, parce qu'il y a quelques aspects techniques. Il n'y en a pas énormément, mais en fait, il faut se dire que nous, on a vraiment l'habitude de les faire. On en équipe une bonne dizaine par jour, donc dimensionner les tailles de tringles, vérifier que les électroménagers vont bien aller aux bons endroits, que les branchements sont là, qu'on va avoir le bon nombre de suspensions, que tous les meubles vont bien rentrer dans le bien. Des fois, on voit des gens qui achètent des choses, c'est complètement surchargé, on n'arrive même plus à circuler autour de la table après. Ah, bien sûr. Donc, il y a vraiment cette adaptation. Là, c'est important parce que, c'est-à-dire, moi, par exemple, on pourrait dire, bon, 10 mètres carrés, dans tous les cas, il me faut à chaque fois le même kit. Ce qui est important, c'est qu'en fonction d'un plan, en fonction de comment l'appartement a été construit, vous avez justement sélectionné les meubles, les tringles, ou pour que la mobilité se passe bien. Table carrée, ta bronde, enfin, C'est ça. En fait, il y a plusieurs choix qui existent, ne serait-ce qu'en termes en termes de dimensionnement, en termes de ce qui va bien aller dans l'appartement, pour qui il se destine, est-ce qu'on va plutôt mettre des lits doubles, est-ce qu'on va plutôt mettre des lits simples, etc. Pareil, si on voit quelqu'un en Airbnb, on va pouvoir lui proposer des choses un peu plus complémentaires, une machine à café Nespresso, une bouilloire, etc., grille-pain, Ok. pour qu'il aille vraiment jusqu'au bout de son projet. Et le but du jeu, c'est qu'en fait, il n'ait rien à faire lui de son côté, mis à part nous valider du coup les propositions qu'on peut lui faire. Et ensuite, après, nous, on s'occupe de toute la partie installation, clé en main, évacuation des déchets, donc de tout ce qu'il y a sur place. Et voilà, en fait, c'est vraiment le fait de dire, il est dans le prolongement de son investissement locatif clé en main. Son ameublement aussi mérite d'être clé en main. Ok. Pierre, toi, ça doit te plaire parce que c'est souvent, nous, dans nos podcasts, on essaie d'expliquer ou de comprendre comment est-ce qu'on arrive au maximum à sécuriser un investissement immobilier ou financier. Là, je pense que ce que tu entends de la part de Pierre, Non, mais ça doit nous, te plaire parce que c'est... Oui, nous c'est important. Pourquoi? Parce que nos investisseurs, ils n'investissent pas toujours à côté de chez eux, parce que c'est le budget qui détermine là où ils vont investir. D'accord? Ça, c'est le premier point. Donc, aujourd'hui, on tourne ce podcast à Paris. Si mon client, il est parisien, et que son budget, c'est 150 000 euros, il y a peu de chances qu'il investisse à Paris. Donc, on va l'orienter vers des villes qui sont loin de chez lui. Donc, il ne va pas pouvoir, ce qu'on a fait tout à l'heure, même s'il a la volonté. Donc, il a besoin que ce soit packagé, certain, livré. Et le fait d'avoir un locataire, si t'es livré tu passes chez le notaire le 15 mars et que tes meubles ils arrivent le 8 avril et que tu loues le 15 avril, tu as perdu un mois de loyer, mon coco. Donc voilà, c'est important. Après, il y a la qualité du mobilier aussi. Je pense que c'est important que ce soit solide, résistant, que les gens s'y sentent bien. Parce qu'un locataire qui se sent bien dans son logement, il va y rester. Donc ça, c'est important. Moi, je prends toujours le petit parallèle. Vous savez, il y a des chaînes d'hôtels sur lesquelles, dans le même immeuble, il y a 2 entrées. Donc, vous allez chez Ibis et chez Novotel. Donc, c'est la même adresse. Mais il y en a un qui est 3 étoiles, l'autre qui est 4 étoiles. La différence, c'est la taille de la chambre et c'est la qualité de la literie, du mobilier que tu vas retrouver dans ta chambre Novotel et ta chambre Ibis. Et évidemment, le prix. Parce que je ne vais pas payer ma chambre Ibis alors que je suis à la même adresse. Hein. Et voilà. Et ben dans l'investissement immobilier locatif, c'est la même chose. Tu as le 3 étoiles, tu as le 4 étoiles, ou tu as le 2 étoiles et le 3 étoiles. Un appartement meublé avec des trucs tout pourris. Ça se louera sans doute pas le même prix qu'un appartement qui est bien meublé. Et imaginons que ça se loue le même prix, parce que le marché est tellement tendu, je te garantis que ton turnover, il sera plus important. Donc ton rendement, ta rentabilité intrinsèque de ton projet, ce ne sera pas la même. Après, ce qui est important chez Vestalis, pour nous, c'est qu'on fait de la vente à distance. Quand on est dans le neuf, c'est de la vente sur plan. Donc, le fait de fournir un plan et de se dire, pour le canapé de place, c'est celui-là qu'il faut parce qu'il fait 1,74 m, parce qu'il rentre. Voilà, tiens, l'autre appartement que vous nous avez envoyé, attention, il y en avait un qui avait une fenêtre. Ici, il y en a 2. Donc, on ne va pas pouvoir mettre le même meuble au milieu. Voilà. Ici, on est sur une table ronde, donc il peut faire une table de repas pour 4 personnes, mais il y a des appartements, ça ne va pas rentrer, parce que tu ne vas pas faire le tour de la table. Donc, il vaut mieux quelque chose de rectangulaire. Ça, ni toi, ni moi, Jules, ni nos conseillers experts qui accompagnent les investisseurs. Par contre, mon conseiller expert, il va dire, voilà, ça, c'est le bon marché. Voilà combien tu vas acheter. Voilà combien tu vas louer. Le pack pour équiper ton logement, c'est 3 500 euros, 4 500 euros. C'est inclus dans le prix. OK, ça sécurise la partie tableau Excel.
Ok, maintenant on va t'expliquer comment ça va se passer et nous, le partenaire te permet d'être livré, que ce soit monté, que ton locataire puisse arriver le lendemain et surtout, tu vas pas te retrouver avec ton locataire qui arrive. Ah, en fait, on n'a pas mis le canapé parce qu'il rentrait pas les amis, on a fait une mauvaise cote et là tu te retrouves samedi après-midi et tu retournes chez les Suédois acheter un appart. Bon, en tout cas, on a compris que c'était essentiel, enfin en tout cas pour moi, c'est essentiel de passer par un prestataire comme Vestalis, avec cette expertise d'avoir un architecte, l'expertise aussi d'avoir quelqu'un qui nous aide dans l'aménagement et comment je rends sexy mon bien. Tu as commencé un peu tout à l'heure à nous parler, Pierre, de combien ça coûtait. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir un ordre de prix, par exemple, sur moi j'ai un T2, combien est-ce que ça pourrait coûter, un studio, combien ça pourrait coûter une petite fourchette de prix, même si je sais que ça va dépendre de l'équipement qu'on a choisi. Bien sûr. Et ça, tu nous l'as expliqué. Ça va dépendre en fait du niveau d'équipement qu'on va avoir. Et par exemple, comme je disais tout à l'heure, si on a un branchement machine à laver, ça va avoir le coût d'en mettre une et ça va s'ajouter au prix, etc. Mais globalement, le studio, globalement, le moins cher qu'on puisse produire et qui soit d'une qualité que nous, on est content de livrer, parce que c'est aussi ça qui Ouais, c'est compte important. là-dessus, on va être autour de 3 500 € TTC, bien évidemment. Ok. Là-dessus, sachant que sur le studio le plus full équipé, si on a un grand studio avec, voilà, on va carrément mettre une séparation entre la partie jour, la partie nuit, etc. Oui, tu as raison, tu as des tailles qui peuvent être différentes. Ouais, il y a des tailles qui peuvent être différentes. Et donc, en fait, des fois, un studio, on va pouvoir mettre un canapé-lit parce qu'on n'a pas la place de mettre un canapé et un lit. Mais des fois, il y a des studios, en fait, carrément, Tu vas pouvoir mettre un lit. ouais, on met une petite armoire pour séparer le coin jour, coin nuit. Tout de suite, ça rend mieux, etc. Là, on va plus tourner autour de 5 000, 5 500. Donc, en fait, voilà, ça se situe à peu près entre cette fourchette-là. Après, nous, on sait très bien aussi fonctionner si l'investisseur nous donne juste un budget et un plan. Et on va trouver la gamme lui correspondant. Donc, en fait, nous, vraiment, notre but, c'est que le mobilier, il est là pour servir l'investisseur. Et il est là pour qu'il puisse, lui, assurer sa rentabilité. Et donc, déjà, de base, si on lui annonce des dépassements de budget, bah, on part comme dans mal. les travaux, On part mal. Donc, l'idée, c'est vraiment de dire, on veut être absolument d'accord sur le prix au début. Nous, on lui propose effectivement un peu cette fourchette-là entre le moins cher et le plus cher, en lui montrant un peu le rendu que ça peut avoir. Et ensuite, c'est à lui un peu de faire son choix en fonction du but de son investissement aussi. Si on est sur des appartements un peu plus grands, voilà, on va rajouter quoi si on est sur un T2, on va rajouter 1 000, 1 500 € pour pièce en plus. C'est un peu l'ordre de grandeur qu'il faut avoir en tête sur ce genre de choses-là. Donc, Ok. globalement, Ce coût-là, il faut le payer en une fois, en plusieurs fois. On peut louer nos meubles. Est-ce qu'il y a différents choix possibles qui s'offrent à l'investisseur? Est-ce que vous proposez ce que je trouve plutôt intéressant? en fait, nous, on part d'un constat, c'est que Vous êtes les seuls d'ailleurs. C'est pour ça que je trouve ça intéressant. C'est pour ça que sur cette thématique, on voulait que ce soit toi qui intervienne, ou en tout cas que tu puisses nous parler de Vestalis, parce que en fait, nous, avant d'être une boîte de mobilier, on est plutôt une boîte de l'immobilier, en fait, techniquement. On fait ça que pour les gens de l'immobilier. En fait, on pourrait se dire, mais Pierre, vous attaquez une toute petite partie du marché du meuble en France. Et oui, en fait, c'est parce qu'on ne travaille pas vraiment avec le marché du meuble, on travaille avec les acteurs de l'immobilier. Et dans le monde de l'immobilier, en fait, le loyer, il est mensuel. C'est-à-dire que le revenu est mensuel. On ne le paye jamais, on se dit jamais, j'arrive dans un appartement, je vais y rester 3 ans, bam, je paye les 3 ans d'un coup. Ça ne marche pas comme ça. pas en France. Pas en France en tout cas. Et du coup, on se dit, en fait, si tout le monde de l'immobilier y réfléchit en loyer mensuel, etc., pourquoi nous, on réfléchirait autrement? Et initialement, le premier produit qu'on a lancé, ce n'était pas les packs de mobilier à 3 500 € pour le studio, etc. C'était les mêmes équipements. Donc, opérationnellement, il n'y a rien qui change. On a toujours Les acheté mêmes l'intérieur. meubles. C'est la même chose qui se passe. D'ailleurs, nous, dans notre boîte, la plupart des gens ne savent pas si le mobilier est acheté ou loué. Il n'y a qu'en compta, globalement, qu'on sait ça. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Et ils n'ont pas de stickers différents. C'est le même entrepôt. Ça part du même endroit. Et donc, dans l'idée, il se passe la même chose. Et au lieu de payer en fait, son mobilier pour l'acheter derrière, parce qu'à 3 500, derrière, l'investisseur est propriétaire du mobilier. Il en fait ce qu'il veut. S'il veut le récupérer au bout de 2 ans, c'est à lui. Ok. Mais il peut aussi décider de dire, en fait, et c'est souvent le cas qu'on fait dans l'ancien, quand on fait les transitions vers du meublé, il se dit, mais moi, j'ai pas envie de mettre 3 500 € dans Je du veux mobilier regarder tout de si suite. c'est intéressant de le louer en meublé. Je vais regarder, je vais tester un peu. Ou alors de dire, en fait, si je peux le mensualiser, pourquoi pas. Et en fait, c'est là où, nous, initialement, on s'est calé sur, justement, ces revenus qui sont mensuels, de dire, en fait, il faut aussi que les coûts soient mensuels. malin. Et du coup, de dire, en fait, on ne veut pas créer trop de trésorerie chez personne, on veut que ce soit uniquement cash positif, en fait, pour lui. Et du coup, de dire, nous, on t'installe le mobilier gratuitement. Tu payes rien avant que ton logement soit meublé. Rien du tout. L'étude, elle est gratuite. Les plans, voilà, on les fait. Le camion, il arrive. Tout est installé. Tu n'as pas payé 1 €. Et de dire aujourd'hui, après, dès que le mobilier est installé, que tout est terminé, hop, en fait, il y a un contrat qu'on a signé au préalable qui se déclenche, qui est un contrat de location de mobilier. Donc, le mobilier appartient toujours à Vestalis. Et tous les mois, en fait, c'est comme quand on loue une voiture. Donc, on paye. Une sorte de leasing sur les meubles que j'ai.
Alors, c'est pas vraiment un leasing parce que la propriété n'est jamais transférée. La propriété du mobilier, C'est À sur la aucun location, moment- c'est pas à un aucun LOA, c'est moment- que la location. c'est que de la C'est location. que du LDD si je suis dans la voiture. Exactement. Ok. Donc, Et c'est à aucun moment, tu donnes la possibilité au propriétaire de se dire, bah, là, j'ai envie, par exemple, d'acquérir ces meubles. on n'est jamais fermé à la discussion après par la suite. Ok. Mais aujourd'hui, contractuellement, le mobilier appartient toujours à Vestalis. Il n'y a pas de transfert de Ok. propriété. Ok. Parce qu'aujourd'hui, déjà, c'est ce qu'on nous demande le plus de faire, notamment quand on travaille. En fait, l'avantage de ce mode de location, il est triple. Premièrement, tu l'as dit, on garde la flexibilité de dire si j'ai n'importe quoi, dans 2 ans, le marché du meublé s'effondre dans la ville où on est, hop, en fait, on peut désinstaller son mobilier. Il n'y a pas d'engagement sur le contrat. C'est-à-dire que Si je veux vendre aussi, parce que si je veux Exactement. vendre, je peux retirer les meubles en fait. Exactement. Et de dire aujourd'hui, donc il n'y a pas d'engagement sur ce contrat de location, il n'y a pas de frais initiaux là-dessus. Et il y a uniquement des frais de désinstallation. Si on veut désinstaller, en fait, il y a 6 mensualités à payer pour la désinstallation du mobilier. Et donc l'avantage, il est de la flexibilité. Il est dans le financier, parce que du coup, en fait, c'est nous qui portons le financement du mobilier de notre côté. Comme j'ai dit, l'installation est gratuite et il n'y a rien à sortir au début. Et la maintenance. C'est-à-dire qu'en plus du problème qu'on évoquait tout à l'heure sur l'un des problèmes du meublé qui peut être effectivement le fait de dire « Ah, mais j'ai cassé un vase, j'ai un électroménager qui tombe en panne, j'ai mon frigo qui a lâché, etc. » Tout ça, en fait, nous, on va pouvoir gérer dans ce contrat de location de mobilier parce que le mobilier nous appartient. Ok. Et donc là, il y a 2 cas de figure qui se présentent. Soit c'est de la dégradation normale, donc de l'usure, De l'usure. comme c'est prévu en fait dans la loi classiquement, quand on loue en meublé. Il y a des grilles de vétusté qui existent, etc., qu'on applique là-dessus, de dire c'est normal qu'un matelas ça s'use, c'est normal qu'au bout d'un moment la chaise elle soit en fin de vie, etc. Et dans ce cas-là, le remplacement il est à nos frais. Donc on va venir remplacer, etc., soit pendant que le locataire est là, soit entre 2 locataires. Et s'il y a de la casse, donc on pense à une soirée qui a dégénéré, ce qu'on disait tout à l'heure, voilà, tout est cassé, etc. En fait, nous, on va pouvoir, pareil, assurer le même service de remplacement de mobilier, donc de remise en état, de maintenance, de remplacement. Mais là-dessus, on va pouvoir fournir donc, la facture au propriétaire qui va pas faire une retenue sur la fameuse caution dont on parlait. Donc en fait, c'est Ok. transparent pour lui. Aujourd'hui, Puis je peux m'assurer peut-être aussi. Enfin, est-ce que c'est le propriétaire qui s'assure ou c'est vous, c'est le propriétaire? le propriétaire, il a toujours son assurance P&O Ouais. sur son bien, mais sur le mobilier, il est assuré de jamais payer plus que son forfait. Ok. Parce que soit c'est pour nous, soit c'est pour le Ça, locataire. c'est pour le Ouais, locataire. c'est bien. Ok, c'est clair. Donc c'est ça l'idée. Et en plus, l'un des avantages qu'on a avec les agences aussi, avec celles qu'on discute, c'est qu'en fait, on fournit les factures. Et c'est plus simple pour les agences aussi. Bien sûr. C'est-à-dire qu'en général, quand il y a un canapé qui se dégrade, Ouais, l'agent la facture, immobilier, tu sais combien ça coûte. il est là, il dit mais qu'est-ce que c'était comme canapé, combien ça coûtait, Ouais. faites voir un peu l'inventaire au début, etc. Et là, tout le monde est perdu. Et alors que là, on dit non, on ressort en fait le bon de livraison qu'on avait. On dit c'est facile, c'est ce canapé-là. Ça fait 3 ans qu'il est là, donc il a pris une décote, etc. Et en plus, on se pose plus de questions. Donc c'est vraiment un accompagnement dans la gestion de son mobilier aussi. Ok. Est-ce que le coût de ce mobilier, il est déductible fiscalement? Est-ce que je peux l'impacter, moi, est-ce que je peux le passer en charge? Est-ce que Oui, alors, quand tu es dans la moi, en tant Ouais, qu'investisseur, j'ai compris. euh, Dans la location meublée, 2 choses. Le fait de passer par des prestataires comme Vestalis permet d'avoir un devis déjà au départ, ce qui te permet aussi de l'intégrer dans ton financement, de présenter à la banque le fait que tu achètes un bien meublé, tu as le prix de l'appartement, les frais de notaire, etc., et le coût du mobilier. Ensuite, dans la location meublée non professionnelle, ton mobilier, tu as le droit de l'amortir, donc il va venir en déduction de tes loyers. Généralement, les experts comptables l'amortissent sur 7 à 10 ans. C'est un peu ça l'idée. Donc, voilà, tu vas sur les premières années, amortir ton bien comme une entreprise et ton mobilier comme pareil. Ok. Donc la valeur comptable, au bout de 7 à 10 ans, c'est 0. ok, donc toi, la durée de l'amortissement comptable, 7 à 10 ans. Pierre, est-ce que aussi ce que toi tu conseilles ou ce que tu vois parce qu'à un moment, je pense qu'il faut changer de mobilier. Tout à fait. Un, parce que c'est peut-être plus dans l'air du temps. 2, parce qu'il y a trop d'usure. Est-ce que c'est 7 à 10 ans où toi, tu conseilles de changer de mobilier? C'est plus court, c'est plus long? Est-ce que ça peut varier? Moi, je pense que d'expérience sur le meublé, en général, ça se dégrade un peu plus vite. 7 à 10 ans, en fait, c'est les durées légales d'amortissement effectivement, du mobilier Ok. là-dessus. Je pense qu'aujourd'hui, c'est assez décorrélé de l'usure De qu'on la voit. réalité des choses. Ouais, de la réalité des choses. Quand on travaillait avec des entreprises de co-living, des fois, ça nous arrivait en fait, de déséquiper des biens qu'ils avaient déjà dans leur portefeuille depuis justement 5 à 7 ans. Ce qui nous a permis de voir en fait, l'état du mobilier dans des cas où il est vraiment usé un peu à l'extrême. Il y a certaines choses qui tiennent très bien, d'autres beaucoup moins. Typiquement, tout ce qui est assise, où on s'assoit dessus, donc je parle de canapés, des chaises, même des matelas, etc. Ça a une tendance à s'user, à s'affaisser, etc. En revanche, je prends l'exemple d'une décoration murale ou d'un tableau accroché au mur. En fait, soit il est cassé, soit il n'est pas cassé. Il est 0 ou 1, quoi.
Et donc, il y a des choses qui se dégradent, des choses qui vont vraiment pas du tout se dégrader et qui, en fait, après, il faut réfléchir aussi. Voilà, on va tous, dans la famille, etc., on a des très vieux, souvent des très vieux biens. Il y a toujours des choses qui sont utilisables. Certes, pas tout n'est pas à la mode, etc. Mais il y a des choses qui se dégradent, des choses moins. Et aujourd'hui, c'est souvent le marché qui va décider. Et en général, ça va être l'agent immobilier qui va dire: ah, mais ça se loue moins bien, mais effectivement, les gens me remontent que le matelas est en bout de course, etc. Donc, c'est là où nous, on va pouvoir venir changer les choses. Mais là aussi, je pense que par rapport à la durée, tu as aussi une différence entre la location à l'année et la location. Voilà, la colocation, aujourd'hui, une chambre en colocation, sa moyenne de détention, l'instinct national, c'est 9 mois. Donc ça veut dire que sur 10 ans, tu auras 10 locataires. Donc c'est aussi ça. Je pense qu'il y a un effet accélérateur entre la location courte durée et la location longue durée. Donc c'est à prendre en compte. Donc moi, ce que je conseille aux investisseurs, parce que nous, on a quand même des investisseurs sur Internet qui aiment bien rentrer des chiffres dans des tableaux Excel, etc. Et je pense qu'il faut prendre ta facture de mobilier et te dire que tu auras à la reprendre voilà, sur la durée d'amortissement. 7 à 10 ans, ça me paraît très bien. Que tu investisses aujourd'hui 3 500 € dans un studio au bout de 3 changements de locataire parce que ton locataire est resté 2 ans et demi, c'est quelque chose qui est cohérent. Ok. Pierre, est-ce que d'acheter des meubles chez vous, que ce soit alors de les louer ou de les acheter, on les paye quand même moins cher, je suppose, que si je les achète moi? Et est-ce que tu peux nous expliquer, alors je pense comprendre, mais comment est-ce que justement on paye moins cher des meubles chez vous que si moi, en tant que particulier, je décide d'en acheter? Nous, les meubles, en fait, nous, on est logisticiens. Ça veut dire que nous, on n'est pas lié du tout à un producteur de meubles en particulier. Ok. Ce qui nous donne en fait l'avantage de pouvoir jouer sur tous les tableaux. Bien plus flexible. Donc si on a un fournisseur qui va globalement augmenter ses prix pour telle ou telle raison, en fait, nous, on va juste pouvoir changer de fournisseur. On n'est pas du tout lié à quelqu'un là-dessus. Et en permanence, on a notre équipe d'acheteurs qui va venir renégocier les contrats. Et nous, en fait, plus on fait de volume, moins on achète cher. Et moins on achète cher, plus on peut proposer des prix attractifs à nos clients. Et donc, plus on a de volume. Et donc, en fait, c'est ça aussi l'idée, c'est d'être dans un cycle qui nous permettent d'acheter moins cher et proposer un meilleur produit, au sens où il y a un arbitrage après nous qu'on a, c'est est-ce qu'en fait la marge fournisseur qu'on va aller chercher par rapport à quelqu'un qui irait justement lui-même avec son camion chez Ikea, est-ce qu'on va plutôt la mettre dans la qualité du mobilier? Est-ce qu'on va se dire en fait non, on va garder le studio à 3 500 €, mais on va mieux l'équiper? Ou est-ce qu'on va dire plus de prestations? on crée une gamme en dessous de la gamme 1, on crée la gamme 0 à 2 500. Et aujourd'hui, on peut faire les deux, on pourrait proposer ça, mais aujourd'hui, la dynamique, c'est vraiment que nous, sur les dernières années, on a plutôt baissé nos prix, plutôt qu'on les a augmentés. Parce qu'aujourd'hui, on pense que la marge qu'on va dégager sur les achats, aujourd'hui, il faut la remettre il faut la rétribuer à nos clients. Récemment, là, on a annoncé à une grosse foncière qu'on allait pouvoir baisser sur ces produits de 30% nos prix, grâce à une dernière négo annuelle qu'on a eue. Donc ça, on est assez fiers de pouvoir le proposer dans une dynamique inflationniste. Super. Quand tu parles d'augmentation du prix des matières premières, augmentation des droits de douane, augmentation du transport de l'énergie, transport logistique de l'énergie, c'est important de se positionner en tout cas comme un acteur qui baisse ses prix. Ce qui est sûr, c'est que comme on travaille dans un monde où le mobilier il sert de la rentabilité, nous, on ne peut pas se permettre d'être tributaire d'augmentation qu'on ne sait pas nous prévoir à l'avance de mobilier. Il faut savoir que globalement, pour meubler un bien, on travaille avec une dizaine de fournisseurs, entre l'électroménager, les tableaux, les chaises, etc., les matelas et tout. Et en fait, il faut qu'on contrôle les prix de tous ces gens-là en permanence. Et de dire, il faut qu'on soit résilient aussi au fait de dire, soyez un fournisseur qui décide qui arrête, c'est déjà arrivé, et qui doivent mettre la clé sous la porte justement à cause de l'augmentation des matières premières, etc. Il faut qu'on soit résilient à tout ça, il faut qu'on puisse toujours livrer nos clients, parce que comme on l'a dit, nous, quand le bien est là, il y a en fait, à partir du moment où l'investisseur il a la clé du bien, il y a un top chrono qui court jusqu'à la commercialisation. Ouais. Et chaque jour perdu est du loyer perdu. Du coup, il faut te prévenir combien de temps à l'avance si j'achète un appart? Nous, idéalement, nos délais, ça va être 3 semaines. Donc aujourd'hui, si on a un devis signé, on peut livrer tout et n'importe quoi dans 3 semaines. Partout en France. Donc ça veut dire que dans la vraie vie, comme un compromis et un acte de notarié va se passer 3 mois, si j'achète un bien et que je te préviens 3 mois avant, je suis sûr que mon locataire puisse rentrer à la date où nous on le décide? Aujourd'hui, ouais. Aujourd'hui, exactement. Nous, on peut vraiment se décider sur la date précise d'ameublement qu'on veut. Nos délais, en général, 3 semaines, on considère que c'est pas mal quand on travaille avec des particuliers, parce qu'on travaille beaucoup avec des pros aussi. Mais sur des particuliers, c'est bien. Pourquoi? Parce que soit en fait c'est du neuf, et dans ce cas-là, ils ont de la visibilité largement au-delà de ça. En fait, nous, on veut pas être le limitant. En fait, on veut jamais nous handicaper la commercialisation. Donc sur du neuf, en général, les actes sont signés bien en amont, et sur de l'ancien, en général, les temps de travaux sont supérieurs ou à peu près équivalents à 3 semaines. Ce qui fait que nous, on va pouvoir se caler sur la date de fin de travaux et intervenir tout de suite après.
En revanche, sur des offres pour les pros, si on est vraiment bien rodé et qu'on a beaucoup de volume avec eux, etc., je pense à des gens qui sont pas mal dans l'hôtelier, le par-hôtelier, qui ont vraiment, eux, des défis de dire dès que je prends un bien, il faut que je puisse le meubler le plus rapidement possible. Les délais les plus courts qu'on peut avoir, c'est dans la semaine. En gros, aujourd'hui, on est capable de meubler un certain nombre de biens avec des certaines gammes prédéfinies, bien évidemment, la semaine prochaine. Ok, super. Ok, super. Merci Pierre. Avant de terminer, est-ce que tu peux nous donner un exemple concret ou d'investisseur qui a vraiment boosté son rendement, justement, grâce à l'ameublement? Alors, pas Monsieur Martin qui a acheté un T2 à Paris ou à Bordeaux, mais plutôt dans la globalité. Aujourd'hui, effectivement, le monsieur Martin qui achète son appartement, nous, en fait, déjà, on ne peut pas le mesurer, sa rentabilité lui-même. Enfin, C'est ça compliqué lui pour appartient. vous, ouais. Moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'au début, on visait vraiment la partie LMNP, donc les gens qui vont augmenter leur rendement grâce au meublé là-dessus, notamment grâce à un levier que tu avais cité, qui est le levier fiscal. Au-delà juste de l'augmentation simple des loyers, mais ils vont aussi réduire leurs impôts. Aujourd'hui, moi, ce que je vois, c'est qu'on travaille beaucoup avec en B2B, donc avec des foncières, en co-living, etc. Donc des gens qui n'ont pas accès au levier fiscal. Et malgré le fait qu'ils n'aient pas accès à cette valeur qu'ont les particuliers fiscalement parlant, ils arrivent quand même à avoir beaucoup de rentabilité en passant au meublé. Donc vraiment, rien que l'augmentation de loyer pour eux justifie le fait de transitionner au meublé. Donc je me dis vraiment que pour des particuliers, en plus de cet avantage-là, ils ont l'avantage fiscal, donc la rentabilité, elle doit quand même être là. Ok, c'est clair. Parfait. Merci à tous les deux, en tout cas, Pierre et Pierre, Ouais. d'avoir tourné ce podcast avec vous. Merci Pierre d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup pour l'invitation. Hyper intéressant et je pense que tout le monde a compris qu'il y avait un avantage dans certaines situations, mais quand même dans la majorité des cas, à meubler ou en tout cas à louer meublé et surtout à faire appel à un professionnel pour toutes les raisons qu'on a évoquées avant. Donc, Merci à tous les deux, en tout On a cas. chez Maslow, y compris dans les simulations, nu, meublé, tu peux choisir le truc. Et donc, on prend les prix des packs de Vestalis pour calculer les rendements, les loyers, etc. Super, merci beaucoup. Juste avant de vous quitter, je voulais vous annoncer qu'on avait créé un canal WhatsApp dans lequel nous, on partage des opportunités off-market, on partage aussi nos points de vue. Sur Instagram Et aussi. Sur Instagram. Et aussi parfois nos études sur la data, parce que nous, on aime bien travailler à partir de data précises. Merci beaucoup en tout cas.